pathologique. On avait parlé des deux réactions de notre organisme par la mise en jeu des muscles respiratoires, l'allongement du temps respiratoire qui se traduit cliniquement par la dyspnée inspiratoire, la bradypnée inspiratoire, et surtout la particularité du nouveau-né qui peut réagir par une tachypnée et l'apnée, ce qui est plus grave. Pour le diagnostic positif, si on a compris la physiopathologie, ça en découle la clinique. Sur le plan clinique, c'est une bradypnée inspiratoire, une gêne respiratoire aux dépens du temps inspiratoire avec un ralentissement du temps inspiratoire. Cette gêne respiratoire s'associe à un tirage. Le tirage, il concerne tout d'abord le creux sternal, puis il va s'étendre au creux susclaviculaire et aux espaces intercostaux, puis au creux épigastrique en fonction de la gravité de la situation. Il convient à moi, en tant que clinicien qui a reçu un patient dyspnéique, d'analyser les signes associés. Y a-t-il une dysphonie associée? Y a-t-il une voix rauque, bitonale ou une voix voilée? Mon malade est fébrile ou non? Il présente également des troubles de la déglutition associés ou pas. Autre chose qui est très important, une bradypnée inspiratoire peut s'associer à un bruit respiratoire émis par le malade. Le bruit respiratoire, il peut être aigu. Dans ce cas-là, on parle d'un stridor. Comme il peut être grave, et on parle d'un cornage. Le stridor, qui est ce bruit aigu, il témoigne d'une anomalie glottique ou susglottique, c'est-à-dire une anomalie haute. Dans le cas contraire, le cornage, il témoigne d'une anomalie, d'un obstacle glotto-sous-glottique. L'examen clinique doit être réalisé en l'absence de signes de gravité qu'on verra par la suite. Il y a une règle fondamentale à respecter quand vous recevez un malade qui présente une dyspnée laryngée, surtout s'il s'agit bien d'un enfant. Il faut c'est formellement interdit d'imposer le décubitus dorsal chez un malade qui a adopté spontanément une position assise. Là, vous risquez de lui faire un arrêt respiratoire immédiat. Également pour la suite de l'examen clinique, la nasofibroscopie, c'est-à-dire l'examen de l'état statique et dynamique de mes cordes vocales de mon larynx, je le fais que dans les formes mineures où la dyspnée est bien tolérée. Autre examen clinique ne sera demandé à visée étiologique que après avoir assuré la libération des voies aériennes supérieures. J'ai fait mon diagnostic, mon malade il a une dyspnée laryngée. Deuxième étape, je recherche les facteurs de gravité. En fonction des facteurs de gravité présents ou pas, ma prise en charge va être définie. J'analyse l'âge de l'enfant. Plus l'âge est jeune, plus la dyspnée est grave. Les circonstances d'apparition, le mode de début, l'ancienneté, c'est quelques minutes, c'est quelques jours. L'évolution, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que l'état est stationnaire? Est-ce qu'il y a une gravité est-ce qu'il y a une aggravation de la symptomatologie? Les antécédents généraux de l'enfant, ORL de l'enfant, y a-t-il des troubles associés ainsi que les traitements déjà administrés et leur efficacité ou pas? Pour définir ces signes de gravité, 1. Les signes d'hypercapnie. Tout enfant qui présente des sueurs, de l'effet de l'hypertension artérielle, de la tachycardie, ça c'est des signes d'hypercapnie, c'est un signe de gravité. Les signes de l'hypoxie, un enfant qui arrive mal à respirer, il est agité, il est cyanosé, c'est une hypoxie. L'ancienneté de la dyspnée, une dyspnée, elle est grave si elle dépasse 1 heure, ainsi que la présence de signes d'épuisement. C'est le tableau de l'enfant pâle qui a les yeux creux avec un rythme respiratoire très irrégulier. Dans ce cas-là, le malade, il faut faire un arrêt respiratoire à n'importe quel moment. Il ne faut pas que ce signe d'épuisement soit traduit par le praticien en tant qu'une amélioration. C'est faussement rassurant. Une dyspnée laryngée peut être confondue avec d'autres dyspnées. C'est facile de la diagnostiquer en fait. On doit la différencier des dyspnées obstructives supralaryngées. Si l'obstacle est situé en haut, au-dessus du larynx, là le tirage, je m'oriente facilement par rapport au siège du tirage. Le tirage il est haut situé au niveau en sous-mandibulaire ou en latéro-cervical.
Les dyspnées trachéales, c'est des dyspnées qui intéressent les deux temps respiratoires. Une dyspnée d'origine bronchique, c'est une dyspnée à prédominance expiratoire associée à un wheezing. Les dyspnées d'origine cardiaque ou pulmonaire ou métabolique, là, c'est des polypnées. En fait, ce n'est pas des dyspnées, c'est des polypnées. Arrivons au vif du sujet qui est le diagnostic étiologique. Il faut savoir qu'en matière de diagnostic étiologique d'une dyspnée laryngée de l'enfant, il y a la barrière 6 mois. Pourquoi l'âge 6 mois? Parce que c'est l'âge de l'appréhension. Si je suis devant un enfant apérétique qui est âgé de plus de 6 mois, qui peut prendre des objets dans sa main, là, la première réflexion, c'est rechercher, c'est éliminer un corps étranger. S'il est inférieur à 6 mois, là, je penche vers tout ce qui est pathologie malformative et infectieuse. Donc, on commence par l'enfant qui est âgé de plus de 6 mois. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous mentionnez oui. Hein? Oui, très bien. Pour l'enfant âgé de plus de 6 mois, première hypothèse, j'ai tout enfant qui arrive à votre consultation, qui consulte pour une dyspnée laryngée aiguë, il est apérétique, première éventualité à éliminer, c'est l'inhalation d'un corps étranger. Cliniquement, le diagnostic il est évoqué par la notion d'un syndrome de pénétration, les accès de taux de suffocation entrecoupés par d'apnée et de cyanose. Là, l'accident il peut être dramatique parce que le corps étranger il est bloqué au niveau du larynx, d'autant plus que c'est un larynx étroit, c'est un enfant. C'est une urgence vitale. On ne va pas détailler plus le corps étranger parce que c'est le cours qui va être enseigné juste après. Il faut garder juste en tête, enfant dyspnéique âgé de plus de 6 mois qui présente une dyspnée laryngée aiguë, il est apérétique, premier réflexe, éliminer un corps étranger. Deuxième cause, c'est les laryngites dyspnéisantes. La laryngite la plus fréquente, c'est la laryngite sous-glottique. C'est l'inflammation qui dépend de l'étage sous-glottique. Laryngite sous-glottique aiguë œdémateuse. C'est la laryngite la plus fréquente, prédomine chez les enfants qui entre 1 et 3 ans. Plusieurs virus sont impliqués, le myxovirus, le virus para-influenzé, le rhinovirus, etc. Chez le jeune nourrisson, c'est le virus respiratoire syncytial. Le diagnostic il est clinique. C'est une dyspnée qui s'installe la nuit. C'est une bradypnée inspiratoire. Il a un fébricule, l'enfant. Sa déglutition est normale et surtout, j'insiste sur cette déglutition parce que ça fait un bon diagnostic différentiel entre une autre cause qui est l'épiglotite. Son état général, il est conservé. Si je l'examine, je vais mettre en évidence une rhinopharyngite qui est apparue quelques jours auparavant. À ce stade, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Je lui donne de la corticothérapie, je surveille pendant 30 minutes. S'il répond très bien, il y a une amélioration de son état clinique, très bien. Si au bout de 30 minutes de l'administration de la première cure de la corticothérapie orale, s'il ne répond pas, le malade, si vous êtes l'interne de garde en pédiatrie et votre malade ne répond pas, là c'est l'indication de l'hospitalisation. La récidive, elle est de règle. C'est des épisodes qui vont récidiver, mais de moins en moins sévères en rapport avec la maturation du larynx. Sachant que toute laryngite aiguë récidivante ou apparue avant l'âge de 6 mois doit faire rechercher des facteurs locaux qui favorisent. Ces facteurs locaux, ils peuvent être une malformation, une tumeur du larynx, ou c'est un larynx irrité par de l'allergie ou par du reflux gastro-œsophagien. Ça, c'est en ce qui concerne la laryngite la plus fréquente chez l'enfant. Une autre laryngite, c'est la laryngite stridulaeuse. Ce n'est pas une laryngite fréquente, c'est des accès spasmodiques déclenchés par plusieurs facteurs allant de l'inflammation, de l'allergie, voire même des facteurs psychologiques. Typiquement, vous pouvez imaginer un nourrisson qui fait des accès de dyspnée nocturne, c'est des crises spontanément résolutives quelques minutes auparavant. Une corticothérapie orale peut être donnée ainsi qu'une humidification de la chambre. La troisième laryngite, qui est la plus sérieuse et la plus sévère, c'est l'épiglottite, la laryngite de l'étage supérieur. Qu'est-ce que c'est une épiglottite? En fait, c'est un état septicémique. Le germe, c'est l'Haemophilus influenzae, voire le staphylocoque. Cliniquement, c'est le tableau d'un enfant fébrile, dysphagique. Il a présenté dans les jours auparavant une rhinopharyngite fébrile. Son état général se dégrade. Il n'arrive pas à se mettre en position décubitus dorsal. Il garde spontanément une position assise. Sa voix, elle est couverte, elle est lointaine. Là, je mets en tête juste l'hypothèse de l'épiglottite. Voilà, c'est un enfant
qui ouvre sa bouche, il est agité parce qu'il n'arrive pas à respirer, il est fébrile, il n'arrive pas à se mettre en position décubitus. Là, c'est interdit de lui demander de se mettre en décubitus. Le traitement, c'est une urgence. L'enfant doit être hospitalisé. Là, il faut libérer bien les voies respiratoires, une antibiothérapie par voie parentérale et de règles. Autre laryngite, la laryngotracheobronchite bactérienne, elle est bien moins fréquente. Des laryngites spécifiques également, de la diphtérie, de la rougeole et laryngite caustique chez les patients qui inhalent des gaz toxiques accidentellement ou volontairement. L'œdème laryngé également, il peut être allergique ou secondaire à d'autres affections. Allergique, le contexte est clair, c'est une allergie qui peut être respiratoire, médicamenteuse, alimentaire. Devant ce tableau, il faut toujours redouter le retentissement cardiovasculaire. Dès que le diagnostic il est fait, le malade il est hospitalisé, il sera mis sous antihistaminique ainsi qu'une surveillance en milieu hospitalier. On a parlé des étiologies corps étranger, étiologies infectieuses. On parle des traumatismes. Tout traumatisme du larynx, que ce soit externe, un coup de poing, une chute de l'enfant sur un objet qu'entendant, ou bien un traumatisme interne à l'occasion d'un examen, à l'occasion d'une mise en place d'une sonde d'intubation, comme vous le voyez ici sur l'image, ça peut occasionner des lésions inflammatoires au niveau du larynx, ensuite une réduction du diamètre de la filière respiratoire et qui va se traduire par la suite par une dyspnée inspiratoire. Les tumeurs laryngées sont moins fréquentes chez l'enfant. Je parle des tumeurs malignes, certes, mais il faut savoir qu'il y a un type de tumeurs bénignes qu'on peut les voir chez l'enfant. On les appelle papillomatoses laryngées. C'est le tableau de l'enfant dysphonique qui a l'âge de 2 à 4 ans. Ensuite, après la dysphonie, c'est une dyspnée laryngée qui s'installe. Là, lorsque vous faites un examen laryngé, vous allez mettre en évidence des proliférations d'éléments grisâtres bénins après l'étude histologique, exophytique. Là, il convient de le traiter chirurgicalement. Voilà. C'est un larynx obstrué par une papillomatose laryngée. Je suppose que cet enfant, il est dyspnéique. Est-ce que c'est clair jusque-là les étiologies chez l'enfant? Est-ce que c'est clair les étiologies chez l'enfant de plus de 6 mois? Oui, parfait. On enchaîne avec, n'hésitez pas de me poser des questions au fur et à mesure. Hein. Je fais comme ça parce que le cours est très long. Les étiologies avant 6 mois. Toujours. Si je suis devant un nourrisson âgé de moins de 6 mois, non. Il y a une qui pose, est-ce que l'intubation est systématique devant l'épiglotite? Non. L'épiglotite indique premier réflexe hospitalisation, une antibiothérapie, la surveillance de l'état respiratoire. Si ça s'améliore, tant mieux. Si ça ne s'améliore pas, c'est-à-dire il reste dyspnéique, on doit l'intuber, voire même faire une trachéotomie. Donc, on ne fait pas d'intubation chez n'importe